Donc bienvenue, je vais vous présenter Novabricks, la plateforme no-code et low-code made in France, intégrée, facile à prendre en main et assez puissant. Vous allez voir ça. Donc d'abord j'ai introduit un petit peu la société, notre positionnement, après on va voir la théorie sur la plateforme, mais après un peu de démo réelle dans la plateforme. Ça vous va? Donc Novabricks, on est créé en 2012, on est basé à Lille, on fait partie des pionniers, des acteurs du no-code low-code. On a bientôt 10 ans d'existence, on a un brevet sur cette technologie. On n'est pas un générateur de code, on est une application polymorphe, c'est-à-dire que l'application s'adapte à la volée, au plan de construction qui est derrière. On est quelques expérimentés, on a pris des tas de prix, je passe un peu tous les travaux là, on est reconnu dans le monde également à IT et DSI. Quelques-uns de nos clients, donc on n'a pas mis les moins connus, on a mis les plus connus forcément pour en parler. Vous voyez qu'on est également dans des grands groupes ou des ETI, donc ça veut dire qu'on a une solution assez robuste pour être reconnu, labellisé et accepté dans les grands groupes, ce qui n'est pas simple. J'en ai parlé ce matin dans une conférence, des exemples à Intermarché, EDF, etc. Des projets très variés qui vont du commerce à la RH, la production, logistique, finance. La même universalité qu'un Excel pour faire comprendre à quelqu'un. Excel, est-ce que c'est la RH? Non. On peut faire du commerce? Oui. La plateforme, c'est pareil, on peut construire ce qu'on veut, pour qui on veut. On a un usage international, il y a un moteur de traduction, on peut traduire ce qu'on veut, on est déjà utilisé à l'étranger. Notre positionnement de différenciation, alors là je vais aller vite. Globalement, le monde du no-code low-code est divisé en deux. Ça c'est pas vrai, on est au milieu, il y a d'autres acteurs au milieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui essaient de faire le meilleur des deux mondes. C'est pas simple, donc il n'y a pas beaucoup d'acteurs au milieu. Parce qu'il faut savoir faire de tout, faire du no-code, avoir un accès facile et en plus être capable de débrayer en code. Donc c'est se prendre la tête, donc peu d'acteurs osent le faire. Pour faire être spécialiste. Nous on est dans les gens qui essaient d'être à la fois no-code et low-code, facilité et puissance, pas de limite théorique, pas besoin d'autres plateformes pour faire quelque chose. Pensez, Matchtech. Donc la facilité et la rapidité du no-code, multipliées par la puissance infinie du low-code. Les valeurs, les machins, c'est pas le mot. Ça c'est un exemple, des exemples d'écran qu'on s'est réalisé avec la plateforme. Il y a de tout, il y a de la data, de la visualisation, etc. Non, ça c'était la présentation rapide de la société. Je vais vous présenter un petit peu la plateforme sur un autre PowerPoint. Le principe de construction plutôt dans la plateforme. Donc on a souhaité ne pas réinventer la roue. Donc on se base sur 3 étapes qui sont les classiques pour quelqu'un qui a étudié l'informatique, c'est la découpe MVC qu'on va reproduire de manière plus compréhensible. Il y aura une notion de données, on va créer un univers de données pour ceux qui sont techniques, des tables, des liens entre tables, etc. Donc globalement, on va, pour ceux qui ne sont pas techniques, mettre son Excel pour dire ça c'est mes clients, ça c'est mes collaborateurs, ça c'est mes affaires, ingurgite-les, stock-les, suivant, terminé, tac, ça y est, je les ai. On va relier l'ensemble, ce collaborateur-là gère ce client est dans telle région, moi je fais telle région, etc. On va croiser les données, bien entendu, des relations de table, etc. Ça peut être simple, ça peut être complexe. Prenez le niveau que vous souhaitez. Pour faire de la petite appli, on peut faire de l'appli monstrueuse. Dans les applis monstrueuses, le record chez nous, c'est Sergent Major et Nathalie, qui a commencé avec 25 processus automatisés chez nous et qui en sont à 325 écrans, 275 tables. Donc ils sont en train de construire leur ERP quasiment dedans. Enfin, non, il y a un vrai ERP. Toute la phase amont est construite. Après l'univers de données, on va créer l'univers de navigation, d'interaction de type écran. Donc on va créer la navigation, les écrans, comment on passe d'un écran à l'autre et qu'est-ce qu'il y a dans chaque écran. Avec ce que nous on appelle des composants visuels. Puis on va rajouter la partie intelligence, traitement, calcul, règles de gestion métier, interconnexion avec d'autres systèmes, sécurisation. Les données. Donc dans l'application, on va créer ce qu'on appelle des tables. Pas de surprise en théorie si vous connaissez un petit peu le monde du code. Donc ce sont des référentiels de choses. La liste de mes voitures, de mes clients, de mes réunions, etc. On crée une structure relationnelle de table. Vous pouvez importer vos fichiers pour faciliter la vie. Vous pouvez utiliser les formulaires pour faire du remplissage. Vous pouvez aussi importer par flux, interface, fichier plat, API, toute techno possible et imaginable dans votre application. Vous pouvez rajouter d'autres applications en parallèle, donc dans la même plateforme, on peut avoir X applications. Et si vous avez des flux complexes, on peut faire ce qu'on appelle un data hub, c'est-à-dire une application qui gère l'échange de flux entre et les applications et l'extérieur. C'est pas du complexe, pas besoin de ça. Les relations entre tables, donc on a un moteur de cartographie simple pour voir que la société elle pointe sur une commune, sur un pays, etc. Mais on a un moteur aussi un peu plus avancé. Vous voyez, pour les projets plus complexes.
Côté visuel, bon, c'est très simple. On dit je veux un écran, d'accord. Je veux le diviser, d'accord. Je veux mettre dessus des choses, d'accord. Le principe de NovaBrick, c'est le mode Lego. Tout doit être simple et le cumul de choses simples donne des choses éventuellement complexes. Chaque chose doit être simple unitairement. Si vous savez construire un atome, vous savez construire une molécule, vous savez construire de la matière, vous savez construire un objet, etc. Chaque chose doit être simple et on cumule des choses simples. Et éventuellement, on les cumule de manière complexe. C'est ça le sujet. On peut faire du maquettage également avec des images, etc. pour dialoguer avec les métiers et faire en sorte que ce ne soit pas une vraie application, mais ça va vite. Là, tu veux une image, là, tu veux un tableau, d'accord, tac, tac, une carte. Ça, c'est les exemples d'applications que je vous ai montrées tout à l'heure. Après, on crée une navigation depuis la page d'accueil. Ça, c'est une page d'accueil connectée. Bien entendu, avant, il faut vous identifier. De base, vous pouvez vous identifier chez nous avec le couple habituel, le login mot de passe. Sinon, on peut faire ce qu'on appelle du SSO, la reconnaissance d'identité d'entreprise. Ça, c'est le système centralisé qui gère la sécurité et l'accès à l'application. Une fois que vous avez votre premier niveau de navigation, voilà, l'accueil est connecté. Soit vous dites, c'est une petite application, je vais le faire en mode râteau, j'ai que 5, 10, 15 pages, je les mets sur le même niveau, c'est pas très important. Là, on aura un menu automatique. Soit vous dites, non, c'est une application assez profonde, donc on va descendre avec des strates, le niveau 2, puis le niveau 3. Je rentre dans, je sais pas, mes clients, puis ceux de la région, puis je vais voir le zoom sur ce client, je vais voir ses affaires. C'est de la navigation où on va descendre un peu plus en profondeur. Quelques exemples visuels d'applications qui ont été créées. Donc, toutes sortes de domaines pour vous montrer un peu le look final de ce qu'on peut obtenir. Donc ça, c'est très tuile Microsoft. Alors l'accueil, oui, c'est basé sur des découpes. Après, on peut tout arrondir, mettre en transparence, mettre des images, etc. Mais pour naviguer, en fait, c'est de l'UX. C'est très simple. On arrive, on dit, bah oui, c'est ça le jeu. Puis c'est ça le jeu. Donc après, ça dépend de l'usage. Par exemple, là c'est une application où il y a plusieurs sous-couches, il faut rentrer. Parce que c'est différents utilisateurs par univers de couleurs. Là, c'est l'inverse. Dès qu'on se connecte, on veut des indicateurs pour savoir sur quoi agir. Ah oui, il y a 5 groupes qui ont des problèmes, je vais aller voir le cadencement par défaut. Alors, donc ça dépend de l'interaction qu'on veut, c'est de l'UX après. Construire l'écran comme on souhaite. J'ai oublié de le dire, vous m'interrompez à tout moment, c'est pas du tout professoral. Ça c'est la suite, ça c'est un publishing type un peu Facebook, News, Bidule dans une plateforme de veille. Ça c'est du cadencement de l'approvisionnement magasin. Là c'est de la gestion RH. En bas c'est des alertes par IoT. Une alerte qui a été faite à un endroit, tac tac. Donc là, c'est l'API, c'est la notion d'API. Oui, c'est ça. Alors, l'IoT, c'est un peu particulier. Souvent, il faut une BDD qui reçoit le signal et qui le traite. On se connecte sur la BDD qui a même stocke l'ensemble des signaux. Il y a des millions de lignes ou d'infos. Enfin, ça dépend à quelle fréquence l'IoT envoie son signal, sur quel réseau. L'IoT, c'est un monde à part. Et donc, on se connecte sur le truc qui fait bien le sujet, et après, qui peut dialoguer avec. La notion de planning de congé, enfin voilà, différents types d'affichage, différents visuels qu'on sait faire. On sait faire aussi des indicateurs, des graphes. Alors on n'est pas aussi puissant qu'un outil BI, hein, c'est pas croiser la donnée 8 par la 14 en la divisant par 8 en faisant une barre en plein milieu, etc. Mais vous voyez qu'on fait déjà des choses assez costauds. Sur les données, alors là-dessus on ne verra pas, mais on sait bien entendu gérer les droits de manière très fine, utilisateur, groupe d'utilisateurs, à la data, aux écrans, au bout d'écran, etc. On sait également gérer des calculs, des requêtes, des conditions pour limiter les affichages, etc. Et là on parle de la notion de déclencheur-déclenché. Donc chez nous, en termes de traitement, il va y avoir quelqu'un ou quelque chose qui va déclencher quelque chose, et après il va y avoir une suite de traitement. Donc ça peut être un humain, dans ce cas-là on va créer un bouton d'action. Dans l'application, je crée un bouton, tac, je le mets dans tel écran, dans une liste, etc. Ça peut être un planificateur de tâches. Tous les soirs, je regarde les factures qui ont plus d'un mois de traitement, qui sont en retard, et paf, j'envoie un email, je change son statut, je le renvoie dans le, etc. Et ça peut être par le connecteur. Ça peut être un autre système qui se connecte chez nous et qui dit, il faudrait faire telle action. Et donc ça, c'est les 3 types de déclencheurs. Ça passe par notre moteur de traitement, qui peut être no-code, simpliste, fais ça, puis ça, puis ça, merci, terminé. Qui peut être low-code et code. Donc nous, on fait une petite différence entre low-code et code, puisque dans la partie low-code, on met des tags qui déclenchent du code. Donc c'est une petite étape entre le no-code et le code. On crée des tags et ça permet de déclencher des actions plus simplistes. Mais on peut aller jusqu'au code. Le code chez nous, c'est toutes sortes de langages. De base et nativement, on peut créer des zones JavaScript. Donc là, c'est parti pour des technos JavaScript en visuel. Le JavaScript peut accéder aux data par API, etc.
Derrière, on peut faire du SQL, on peut faire nativement du PHP, du Java, et puis après, on peut rajouter tous les langages possibles avec des conteneurs, Node.js, etc. Donc le moteur de traitement va lancer des actions sur données, éventuellement des emails, du push, push SMS, etc. Ça peut être exporté vers un modèle de document, donc créer un bon de livraison. Donc cliquez sur la livraison, ça vous génère le bon de livraison. Ça peut être des flux et des connecteurs qui renvoient des infos, vont en chercher, déclenchent des actions sur d'autres. Ça peut être le moteur de workflow qui lui a de l'intelligence et va faire des règles métiers. Et ça peut basculer vers du low-code et code. Quand on ne sait plus faire, on dit bon bah ça, quelqu'un va coder derrière moi, il ira jusqu'au bout de la démarche. Moteur basique d'exécution sur la gauche, moteur un peu plus avancé sur la droite quand les cas sont un peu plus complexes. Comme ça, on le dessine, c'est ça? Ou c'est là? Alors on a trois, ça c'est la représentation, et on a trois façons de traiter les datas. Quand c'est simple, de toute façon on fait plus ça, plus ça, plus ça. Après on peut le déclarer en mode un peu texte, enfin, on choisit des textes possibles. On peut le déclarer en schéma, et on est en train de faire un métalangage. On peut relier l'ensemble à un système d'information extérieur. Donc ça peut être Novabricks qui déclenche par workflow et connecteur de l'appel à un système extérieur pour aller faire du CRUD de data, create, read, update, delete, chercher ou lire ou exécuter la data. Ça peut être également pour déclencher des actions dans notre système, bien entendu. Et à l'inverse, on a nous-mêmes une API plus du FTP sécurisé pour qu'un autre système puisse nous déposer des choses ou nous commander des choses ou aller lire les données également en mode CRUD selon autorisation. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis là, non, je ne l'ai pas mis, mais il y a également possibilité de faire du SSO, donc de la connexion d'identification centralisée par un système. Ça veut dire que c'est bien le département, l'IT, etc., qui a le droit de se connecter sur ce genre de plateforme. Et ça facilite la navigation, il n'y a pas à se réidentifier partout, et on obtient les droits de ce qu'on a vraiment le droit de voir dans l'application, puisque c'est une gestion de droit fine. Et donc au niveau de la data ou au niveau de l'interface? Tout. On a trois niveaux de droit. Data, écran, composant visuel dans l'écran. On pourrait même avoir un écran où tout le monde ne voit pas la même chose. Les traitements, il n'y a pas besoin de sécuriser, c'est l'ensemble des déclencheurs. Voilà. Sur la théorie, ça va? On passe un peu à la pratique. Qui a déjà utilisé des outils no-code, low-code? Bien. Donc là, on est dans mon bac à sable. Donc vous voyez que je ne me gêne pas. On va commencer en prenant une application pas vide. On va prendre celle-là. On va dire que j'en veux une autre du même genre. Donc je vais la dupliquer. Le Wi-Fi ici est un peu capricieux. Je m'excuse par avance si ça mouline et que ça fait paf. C'est pas que ça fait paf nous, hein. Pas de réseau qui ne va pas jusqu'au bout. Là, il y a une petite latence, ça devrait être plus rapide. Donc là, il nous dit qu'il a bien dupliqué l'application et qu'il n'y a pas de code spécifique à vérifier. Parce que quand on met du code en plus, en low-code, il ne suffit pas de prendre l'application et de la balancer. Le code pointe encore de l'autre côté, forcément. Hein. C'est mis en dur que c'est la table 18, etc. Donc là, si vous avez un projet low-code, ça vous dit les objets à vérifier. Voilà, il y a tous ces objets qui ont été codés, tweakés, etc. Il faudra vérifier le code derrière pour ne pas faire de bêtises. Là, il n'y a rien à vérifier. Donc on a bien notre application Toto. On rentre dans l'application Toto si le Wi-Fi nous le permet. Hein? Donc à partir d'ici, vous pouvez tout de suite visualiser l'application, mode aperçu. Hein? Et on va rentrer dans l'univers visuel. Donc dans l'univers des briques. Donc chez nous, tout est sous forme de briques, d'où le nom de Novabricks. C'est du Lego. Si on veut créer une table, on crée une table. Si on veut créer une autre table, on va la créer, puis on va les relier, etc. Si vous juxtaposez tout ça, tout est fait pour travailler ensemble nativement. Tout est solide, tout est empilable presque à l'infini. Vous n'avez pas de problématique de vous dire ah oui mais ça je l'ai fait, je dois revenir dessus, etc. Vous pouvez faire une V2 de la table, une V2 de l'écran, vous enlevez la V1, mettez la V2. C'est vraiment du mode Lego en termes d'approche philosophique et structurelle. Donc ça a l'avantage d'être solide, de savoir avec qui travailler, ça le reconnaît automatiquement et ça ne plante pas. Si vous avez un composant qui plante, il ne véhicule pas l'erreur chez le voisin. Il y a rarement le cas dans la plupart des plateformes, notamment les générateurs de code. On ne génère pas de code. Rentrons dans l'univers donné avec la vitesse du Wi-Fi du salon.
Donc là, c'est l'ensemble d'étapes, par exemple, de cette petite application que j'ai dupliquée. Hein, donc on va travailler en mode brique, je vais rajouter une table, ou bien je vais aller voir, modifier une table existante avec des données, etc. Donc ça peut être du déclaratif. Hein. Là, j'ouvre par exemple une table des factures, il va me dire que j'ai 4 ou 5 champs, je sais plus, voilà. Chaque champ est déclaré avec une typologie, rien de nouveau, hein. On n'a pas inventé la roue, entier, décimal, case atochée, etc. Vous pouvez faire des liens vers d'autres tables et vous pouvez déjà mettre dans la table le fait que ce n'est pas un vrai champ, c'est un champ calculé. Donc, vous dites par exemple, bah, c'est le montant en taxe plus la TVA égale le taux de taxe, ou cumuler le nombre de commandes unitaires de cette facture groupée, etc. pour faire le total à payer. Il y a des tas d'options, de droits, de machin, etc. On va voir ça aujourd'hui. On va essayer de créer une petite table ensemble et on va prendre un mode simple. Donc c'est une table on va gérer des quoi aujourd'hui? Ce qui vous inspire? Des demandes, des voitures. Ouais. Oui. Des fournitures. Des fournitures. Très bonne idée. Gérons des fournitures. Ce n'est qu'une excuse pour faire n'importe quoi. Hein. On ne va pas mettre dedans des fournitures. Donc là, je ne vais pas le créer moi-même en déclarant les champs, en remplissant un formulaire ou du flux. Je vais dire, bah, j'ai déjà un fichier existant, on va essayer de prendre un Excel sur mon poste. Là, il dit, bah, donnez-moi un Excel, puisque j'ai dit que je vais lui donner un fichier. Très bien. C'est pas des fournitures. Donc là, il nous charge le fichier. Il nous permet d'aller, ce qu'on appelle valider le fichier, c'est-à-dire, bah, je veux pas telle colonne, etc. Ou est-ce que c'est bien les bonnes données, etc. Avec la vitesse du Wi-Fi. Marvelous. Alors, de temps en temps, le Wi-Fi il coupe et il faut recommencer l'opération. C'est toujours du réseau. Pas terrible. Nous sommes au cloud center. L'unique est connecté. Pardon? C'est un peu mieux qu'hier quand même. C'est vrai, carrément. Le taux de panne est moindre. Donc il nous présente l'intérieur du fichier, on pourrait dire je veux pas toutes les colonnes, nous on fait rien du tout, on fait le suivant. On va pas faire de gestion de droit à ce niveau-là, terminé. Il mouline, il tente de voilà. Il va nous afficher. Voilà. Donc il a bien créé une table des fournitures, dans laquelle il a bien mis les 594 lignes de notre fichier. Si on rentre dedans, bon, il l'a fait un peu en mode Brutus, il a tout mis en texte, je pense. Voilà. On pourrait changer les formats, hein, dire ça, ce sera un âge, voilà, un âge avec des virgules non, donc un nombre entier par exemple. Ah oui, mais je vais peut-être perdre les données s'ils ont mis en. Bon, on va voir. Donc on va structurer les typologies de champs, hein, classique. Une fois que vous avez créé ça, donc votre table elle est remplie, déjà on pourrait la lier à d'autres choses. Hein, on va aller créer un petit visuel. Hop. Donc là, on va considérer qu'on veut rajouter un écran dans cette application existante. Hein. C'est de la déclaration, donc si c'est lent, il va nous faire un petit flop. Voilà, le petit flop. Puis, voilà. Donc là, on met l'écran des fournitures. On veut partager avec l'équipe, que chacun puisse voir les choses, éventuellement avec des droits, etc. Et on va faire un truc un peu, voilà, on va faire 3 zones dans cet écran. Okay. Et là, vous avez bien un écran avec 3 zones, et vous allez pouvoir peupler ces parties d'écran avec des composants visuels. Des composants visuels, des widgets, quoi, si vous voulez. Il y a des widgets vachement avancés, c'est pas vraiment des gadgets. Donc en haut, on va mettre un écran de navigation, un menu de navigation, pardon. Donc là, il va aller chercher dans les sous-briques disponibles en termes de composants visuels, les menus de navigation qu'on a déjà créés, qui sont réutilisables à différents endroits. Donc on est d'accord qu'un menu, bah, si vous avez 5 entrées, c'est réutilisable dans les 5 écrans par exemple. Là, je vais prendre le menu de navigation existant de l'application. Ici, je vais mettre ma liste de données et ici, je vais faire un filtre, par exemple, pour pouvoir filtrer mes données. Donc, ici, je vais chercher le composant visuel list. Je le mets bien ici. Il va me dire, moi, je connais tout ça. Et vous allez voir qu'il a automatiquement créé un composant visuel fourniture du fait qu'on ait créé une table des fournitures. Donc, il y a des fonctions de facilitation. Vous n'avez pas tout recréer. Créer des choses, créer à l'avance des composants pour manipuler plus rapidement.
bah oui, prends-moi bien ce composant liste. Et ici, je vais mettre un filtre. Donc là, le filtre, il ne va pas avoir plus d'initiative. Je sais pas si peut-être un filtre existant, mais c'est pas ça qu'on veut. On va dire je veux créer un nouveau filtre, d'accord. Je vais dire d'accord, sur quoi vous voulez créer un filtre. La vitesse de la lumière du filtre. Donc c'est du déclaratif, je vais lui dire oui, crée-moi un filtre qui porte le nom de, je sais pas, filtre sur la colonne 18. Donc en fourniture, ça peut être le fournisseur, par exemple. Donc c'est un. Alors là, il y a plein d'options dans les composants en no-code. Je vous montre pas tout, je vous explique pas tout. Je le fais. Écoutez ce que je dis, vous allez comprendre que c'est logique, mais tout le reste est polluant. Ne cherchez pas à lire tout. Enfin, vous pouvez. Mais il y a 400 000 options dans tous les sens. Donc c'est bien un filtre simple. Je vais lui donner un nom. Filtre sur fournisseur, par exemple. Okay, fournisseur, j'ai bien écrit. On veut bien filtrer les fournitures d'après une des colonnes des fournitures. D'accord. Donc là, je l'ai cliqué. Wi-Fi tente de dire à l'application que c'est fourniture. Il m'a ouvert un certain nombre d'options. Donc là, c'est en fait une liste déroulante qu'on va vouloir sur chaque enregistrement. Donc s'il y a 18 fournisseurs qui sont en doublant, je veux juste qu'ils m'en mettent que 18, quoi, qui dédoublent. Qu'ils ne mettent pas fournisseur A, fournisseur A, fournisseur A, puis fournisseur A. Et donc ça permet de dédoubler sur le filtrage d'un champ. Je vous explique pas tout, on va le mettre en mode moderne avec un tag, tac, fournisseur. Sinon ce serait une liste déroulante, là ce sera un peu plus moderne. Et on va filtrer la colonne. Oui, tout ça on fait pas, il y a plein d'options suivantes. Hop. Les droits, la charte graphique, du code, non, terminé. Là, on vient créer en sur pop-up un filtre qui s'est bien mis ici. Suivant. Gestion des droits, options mobiles, configuration, largeur d'écran, enfin il y a plein d'options. On ne fait rien. Terminé. Yes. Il nous a bien rajouté la brique visuelle, l'écran fourniture. Donc je vais lui dire, bah, montre-le-moi parce que je veux voir ce qui se passe. Hop. Wi-Fi, attends, je vais trouver l'application. Donc on a bien un écran qui a été créé, on a une barre de navigation, barre de connexion dedans. Ensuite on a le menu de navigation qu'on a mis, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure. L'écran de navigation. Je vais demander un filtre. Voilà un filtre. Et je vais demander une liste de données. On a bien une liste de données. Donc on a mis 2 minutes. On a mis un fichier Excel. On a déclaré un écran. Tac, tac, suivant sur Internet. Là, vous avez un bouton ajouter parce que de base, il vous le propose. On pourra lui demander de l'enlever. Ça veut dire qu'il a automatiquement ajouté le lien vers un formulaire en plus. Voilà. Donc là, c'est du champ texte basique, bidule, etc. Et également, donc c'est un autre composant visuel qu'il a automatiquement créé pour nous faire gagner du temps. Et si je clique sur l'un des enregistrements, alors je vois c'est des départements, hop, et ben il va me donner une fiche en consultation seule de cet élément. Et là, il me propose déjà des boutons pour faire du flottant. Je peux revenir, modifier, supprimer. Et donc, il a créé automatiquement 3 composants visuels, une liste, un formulaire, une fiche qui travaillent très bien entre eux. J'ai rien eu à câbler, tout s'est reconnu automatiquement. Vous avez vu, sur un ID, paf, je viens, j'exécute. Ça connaît tout. Si je fais là, il va bien aller vers le bon formulaire qu'il a créé. Voilà, il me propose bien de modifier la data. Je peux sauvegarder, etc. Et je regarde la liste, ça fonctionne bien. Donc, vous voyez, je vais mal le dire, pour des micro-applications de type partage d'infos, mettez votre Excel, suivant cet écran, suivant terminé, ça prend 2 minutes. Il faut faire de la gestion de droit, cadre de se connecter, 2 autres minutes. Bon, ça, c'est des choses simples. Ce tableau-là, il ne me plaît pas, il y a trop de colonnes, il est moche, etc. Je n'en veux pas, je vais le démonter. Je suis administrateur, je survole la zone, je vais dans la roue crantée. Quand on est administrateur, on voit cette roue crantée. Je clique dessus et je parle le temps de la latence du Wi-Fi. Et hop, le petit écran de paramétrage s'ouvre. Alors ça, c'est l'un des composants qui a le plus d'options chez nous. Donc je le referme pour que vous voyez le nombre de familles d'options. J'en ouvre une. Il y a 3 sous-familles de sous-options. Donc il y a pas mal de choses qui sont précodées en mode no-code. Donc là, vous voyez l'ensemble des colonnes qu'il a spontanément affichées. Je peux lui dire, bah, tu m'enlèves toutes ces colonnes. Donc elle passe en dessous. Je pourrais les réactiver, etc.
Je peux changer bien entendu l'ordre des colonnes, je peux changer l'intitulé, je peux changer l'alignement, droite, gauche, à la largeur, je peux les coloriser, blablabla. J'ai plein d'options comme je voudrais, je sais pas, un bouton d'export par exemple pour les données. Alors là, ça devient technique parce que ça peut être en mode français, en mode international, bidule. Et je peux dire qu'est-ce qui se passe quand je clique sur une des lignes de mon tableau. Là, par exemple, je lui dis d'avoir ou de ne pas avoir bouton ajouté. Et puis quand je clique, soit il ne fait rien, soit il ouvre dans la même zone, soit il ouvre en pop-up, soit il va faire un formulaire, soit il change d'écran et il envoie le contexte dans l'écran qui suit parce que c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Donc ça par exemple, ça permet de dire concernant cette fourniture, ouvre-moi l'écran qui va me détailler tout le stock, le fournisseur, les alternatives, les commandes de chaque magasin. Plein d'options, on peut faire du drag and drop vers d'autres composants. Une démo rapide. Voilà, prenons l'exemple également du formulaire. Voilà. Formulaire ou la fiche, c'est pareil. Je prends une fiche. Donc, je clique sur un élément dans la même zone par défaut, il va se remplacer par la fiche. Ici, je peux démonter cette fiche parce qu'elle ne me plaît pas. À nouveau, je vais voir dans cette brique qui est un composant visuel, je vais voir les sous-briques. Donc là, on va obtenir une sorte de quadrillage un peu à la mode PowerPoint. Vous avez des éléments à déplacer sans problème dans votre fiche ou formulaire. Chaque élément a ses propres options, donc je peux lui dire d'avoir des alignements, des fonctionnements, du dynamisme. Quand je clique dessus, il va masquer autre chose, etc. Il y a des tas de choses précodées. Voilà, avec toute la partie la traduction, droit, mobile. Voilà. Tac. Pour faire intégrer cette nouvelle page dans l'application, pour intégrer cette nouvelle page dans l'application, il faut qu'on puisse y arriver à ce nouvel écran. Il est inconnu de l'application. Et il faut que le menu en haut, j'attends toujours de m'ouvrir pendant que je parle de Wi-Fi, le menu en haut connaisse l'écran cible également. Désolé, j'ai appuyé un peu trop vite. Donc ici, je vais rajouter une entrée dans cette zone menu qui connaisse l'écran. Donc je démonte à nouveau cette zone. Vous voyez, quand je survole les zones, on les a mis en gris pédagogiquement dans l'environnement de démo. Comme ça, on voit qu'il y a bien 3 zones. Bien sûr, vous pouvez rendre tout ça blanc pour que ce soit transparent, qu'on ait l'impression, en termes d'usage, que c'est unifié. Ma petite explication me permet d'attendre le Wi-Fi désormais. Et non. Donc là, vous avez le menu. Globalement, ce sont des entrées et un pointeur. Donc, je vais en rajouter le fait que désormais, on ait une nouvelle entrée. C'est un aller-retour Ajax via le Wi-Fi, des fournitures. Voilà. Et cette entrée pointe vers l'écran qui s'appelle fourniture. Hop, je valide. Donc là, il va mettre à jour le composant visuel. Voilà. Et en plus, il a de l'intelligence, il sait qu'on est sur l'écran, il l'a souligné. Tiens, vous êtes sur cet écran-là. Donc j'ai bien rajouté, si je change un peu d'écran, j'ai bien rajouté une vraie navigation. Là, je vais vers un écran existant. Je peux revenir sans aucun souci. Ce qui me manque encore, c'est quand je me connecte à l'application depuis l'écran d'accueil, qui connaissent cet écran. Je reviens sur l'écran d'accueil. L'écran d'accueil à la vitesse du Wi-Fi. Voilà. Les images. Voilà. Et on va rajouter une entrée dans ce menu. Donc de la même façon, je démonte ce composant. Vous faites le look que vous voulez, on vous montrera d'autres looks après. Je démonte ce composant. Dans la vraie vie, c'est un peu vite. Et on va rajouter une entrée sur ce type de menu. Donc là, c'est un composant visuel de type menu comme l'autre, mais un composant visuel menu qui a une apparence de gros boutons, tout simplement. Vous voyez, c'est type de menu, icône de lancement rapide. Il y a plein d'autres types. On ne fait pas la démo de tous les types possibles et imaginables. Plein, des etc. Donc là, on va rajouter une entrée pour le menu, des fournitures. Tac. Fournitures, comme on l'a fait. On pointe toujours sur l'écran des fournitures. Soit je mets mon image à moi, je donne une image, soit je dis aide-moi, donne-moi quelque chose qui ressemble à une icône de fourniture. Alors là, on va charger. Comment je vais trouver quelque chose qui ressemble à la fourniture? Donc il y a un petit moteur de recherche pour trouver des icônes. Quand le dieu Wi-Fi se penchera sur notre salle. C'est en français et en anglais, donc très bien. Un camion avec une parole. Comme ça, c'est
Ah oui, je lui avais dit d'en mettre que 4 par ligne. Donc il m'a recréé automatiquement une ligne. Si vous voulez que ce soit plus homogène, on lui dit qu'il n'y en a pas que 4 par ligne, mais 5, 6, 10. Et puis il va nous rajouter tout ça. Je le fais 30 secondes, désolé, je fais ça pendant une petite minute. Donc vous avez vu, on a créé un référentiel métier, on l'a publié, ça fait du CRUD. On sait l'intégrer rapidement dans une application. Qu'est-ce que je veux? Ah oui, 4 maximum. Donc il va se dire, bah, j'en ai moins que 7. Je les étire sur 7. Sur le nombre réel existant. Vous voyez? Une fois qu'on est là, bien entendu, on a réalisé la navigation complète de l'application. On peut retourner à la page, on peut créer des données, etc. Donc ça, c'est un mode simple. C'est-à-dire qu'on vient de créer une petite application pour se partager de la data, qui est simple, hein, il n'y a pas 36 000 données croisées, etc. Mais on peut faire des liens comme on veut. Et bien entendu, dans le formulaire, il y aura des choses intelligentes comme liste déroulante, choix par bouton, bouton radio, case à cocher, rajouter des images, des fichiers, etc., etc. Ça va jusque-là? Question? Non? Est-ce que quand il a créé les écrans pour faire vraiment toutes les opérations de CRUD, oui. Est-ce que derrière il a aussi créé les workflows automatiquement? Non, là actuellement il crée des formulaires, enfin formulaires, fiches, etc. pour faire le CRUD, et c'est vous qui affectez les droits de visibilité, etc. Par exemple, si vous faites partie d'un groupe de droits qui n'a pas le droit de voir les fournitures, bah, sur l'écran d'accueil, le bouton fourniture va disparaître. Vous n'avez pas le droit de les voir. Donc après, si vous voulez d'autres droits, on peut faire que vous arrivez sur l'écran, etc. Et après, le workflow, c'est autre chose. C'est qu'est-ce qui se passe quand je valide la fourniture, que je dis qu'elle change de nombre en stock. Ça, c'est d'autres sujets. Là, on est vraiment dans, je vais mal le dire, ça c'est de l'Excel en ligne. La data un peu morne, on voit dessus, on modifie, on change. C'est dans l'état. Donc il n'y a pas de workflow associé. Maintenant, on peut rajouter des workflows. On va aller voir justement dans la partie. Ici. Donc on va rajouter un petit peu d'intelligence à tout ça grâce aux briques de type traitement. C'est là qu'on aura entre autres les autres. On va faire une intelligence basique comme par exemple dans cet écran, je ne veux pas afficher tout ce qu'il y a dans la table. Je veux afficher que les fournitures qui sont, comment ça s'appelle, une DUM où il y a le mot marché par exemple. Donc je veux imposer qu'à l'écran ça n'affiche pas tout. Nous c'est ce qu'on appelle une condition, c'est-à-dire une requête. Une requête where, affiche-moi les where, ceci est vrai. Donc nous on va créer une brique de conditions qu'on va associer à ce composant. Donc ici, je vais lui dire, ce sont les fournitures, j'utilise mes mots à moi, where marché, pardon, marché en DUM, là, j'ai vu que ça s'appelle DUM. Ça c'est pour repérer la brique, on lui donne un nom. C'est une brique condition qui pourra être réutilisée à plusieurs endroits, donc vous pouvez mettre par exemple mes clients prioritaires. C'est ceux qui sont tagués, je ne sais pas, chiffre d'affaires supérieur à 100 000, plus région prioritaire, plus. Donc, on va bien faire une condition sur la table des fournitures, notamment. Et puis, on va lui dire, affiche-moi les fournitures pour lesquelles, alors ça s'appelait DUM, DUM. Comme c'est du texte, il propose des comparateurs de texte. Si c'est de l'entier, c'est de la date, alors des comparateurs propres. Hein. Contient, je vais mettre marché. Juste le son de l'accent de mémoire. Après, si ça devait être plus complexe que ça, et bien vous rajoutez des sous-conditions dans la condition avec une notion de logique et ou. Où c'est ma région et où c'est prioritaire, ou bien c'est la région du voisin, mais ça m'a été affecté. Donc c'est un moteur visuel pour faire du requêtage. Là, on va laisser quelque chose de simple. Donc c'est bien un Lego, j'ai créé un Lego. J'ai un autre Lego qui affiche, je vais leur dire de travailler ensemble. Donc on aurait pu le faire depuis l'écran, hein, c'est pour vous expliquer un petit peu la logique. Ici, je vais démonter ce Lego. Regardez l'écran, ça va jamais. Je vais regarder mon PC. Allez, la souris droite. Petit jingle, le temps de wifi. Et ici, dans les données concernées par ce composant visuel, il sait qu'il travaille sur la table des fournitures. Il n'a à ce jour aucune condition d'affichage, donc il affiche tout. Je vais lui dire d'aller me chercher une des conditions. Vous voyez qu'on aurait pu la créer en sur pop-up. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de l'application pour revenir partout, etc. Je lui dis d'utiliser cette condition.
il enregistre, qu'il doit appliquer cette condition d'affichage. Et on va bien passer de 594 enregistrements à moins, on ne sait pas combien, ceux qui ont marché dans leur DUM. Donc il n'y en a plus que 154. Donc vous allez pouvoir appliquer des contraintes invisibles à l'utilisateur. Lui, il ne pourra pas tout voir, parce que lui, par exemple, ici, ce sont des actions à traiter. Et vous pouvez lui laisser la liberté lui-même de filtrer et de voir certaines parties. Donc vous allez combiner des règles métiers, tu n'as pas à voir ça, ou quand tu demandes ça, je ne t'affiche pas ça. Et des libertés de croisement de données, celle du Nord, de ma région, celle du fournisseur 8, etc. Le tout, donc vous voyez, j'ai juste déposé un filtre dans l'écran. Je ne lui ai pas dit que ça, je vais le prendre en compte. J'ai juste posé la brique dans l'écran. Mais l'écran est intelligent, il fait collaborer les briques. Et du coup, Et donc, il est c'est obligatoirement variabilisable, non, le composant requête. Ah, il faut traduire ça en mots plus usage. Par exemple, je suis un profil utilisateur, j'ai des fournisseurs qui me sont affectés Oui. dans une table qui est Oui. moi, Le lien entre le collaborateur et les fournisseurs. et du coup, On peut dire n'affiche que les fournisseurs where je suis affecté à leur traitement. On va remonter dans le moteur de conditions jusqu'à where user connecté. Ce fournisseur, where les gens autorisés, where collaborateur égale l'utilisateur connecté. Voilà, donc là il n'y a personne qui fait et communication et machin. Je suis mal tombé dans le marché d'affaires. Aucune idée. parce que c'est même le champ qu'on a pris, non? Non, c'est pas le même, je crois. Plus la latence du Wi-Fi. Enfin bref, vous avez compris que les deux filtres se cumulent, un qui n'est pas manipulable, l'autre qui est manipulable. Voilà, donc là on a fait une petite règle d'intelligence dans les traitements, on a utilisé les conditions, on sait aussi faire des compteurs. Donc ça va être pour faire du KPI, des indicateurs, vous êtes connecté, il reste 15 incidents à traiter, on a 8 urgents, etc., etc. Donc en fait c'est des compteurs qui vont aller donner le relais à des composants visuels. Tout ça est en mode web. Et après on a des déclencheurs et des actions déclenchées. Donc là par exemple on peut faire un bouton d'action qui va lui-même, lui c'est une brique, et on va créer des micro-traitements. Bah, tu changes le statut de la demande, tu le bascules à en cours de traitement par mois. Ou tu envoies un mail au demandeur pour dire je suis en train de traiter ta demande. Ou on cumule l'ensemble, tu changes la demande à en cours de traitement, plus tu envoies un email au demandeur, plus tu m'envoies un email parce que je vais plus y penser pour le lendemain. Okay. Donc on crée une brique bouton qui va gérer des actions, des déclenchements ici de choses en no-code. Ça peut même être du push FTP, c'est-à-dire qu'on va pousser dans un autre système d'information de la data, très simplement, sans la tête. Ça peut être une tâche programmée et ça peut être de l'export, c'est-à-dire qu'on va créer des modèles de documents, par exemple un modèle PDF d'un bon de livraison. Et quand vous allez dire j'ai traité cette tâche, j'ai fait ma livraison, ça va générer le bon de livraison qui sera éventuellement téléchargeable, qui sera envoyable par email, qui sera poussable par API, enfin, tous les systèmes possibles et imaginables. Vous séquencez des micro-actions en mode break. D'accord? Donc là, créer un bouton d'action. Et là, ici, c'est la partie planificateur de tâches. Donc je vais lui dire tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, ou tous les ans. Tu vérifies les enregistrements qui sont dans cet état-là, et si jamais c'est vrai, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc la facture qui est en retard, qui devrait être payée dans le mois, qui a un mois plus une semaine, on la met en priorité 1, on envoie un email au comptable. Tout ça va rendre l'application intelligente. Enfin, on a notre moteur d'action technique. Donc ça, c'est du no-code. No-code, 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 no-code. Ça, c'est le moteur low-code et code. Ça veut dire que vous allez pouvoir enchaîner en suivant ou de manière intelligente des actions no-code, low-code ou code. Vous allez créer une logique, métier, usage, traitement, etc. Donc il y a un peu de tout. Je vais vous montrer la façon arithmétique de le faire. Après, je vous montre un peu des choses qui ont été faites. C'est plus parlant. Je crois que j'ai cliqué dessus, mais comme ça, ne marche pas. Je vous montre juste ce qui est possible de faire avec une liste roulante. Et après, je vous montre des exemples tout faits parce que là, c'est un peu plus simple. J'ai le Wi-Fi quand je suis pas sur notre salle. Très bien. J'ajoute une action.
Donc on a regroupé les actions par typologie, des actions système, données, traitement, interaction visuelle, etc. Donc là c'est nos langages natifs. Si on veut faire d'autres langages, on peut le faire avec un conteneur assez facile. Donc on peut faire du code, du shell, une action technique, retourner des données, des conditions, des commentaires, des logs, définir des variables, renvoyer dans une variable. Faire du SQL, soit en direct, soit avec un script. On a du SQL visuel, donc on parle un peu plus data, ça transfère en SQL, exécuter des actions sur données, des tâches programmées, transformer la donnée, convertir de la donnée, exporter, transformer en écran en PDF, donc ça c'est intéressant, vous créez une maquette d'écran et pouf, ça génère le reporting associé. Export sur mesure, import de données, on peut aller sur du web, faire du web service, télécharger des fichiers, faire du FTP, manipuler un fichier, faire de la com, du push, des notifications, du Slack, et on peut manipuler des interactions écran, JavaScript, fonctions, composants. Avec tout ça, vous pouvez tout faire. C'est simple. Donc on va aller voir des exemples tout faits là-dedans. Voilà. Donc on va prendre par exemple une action technique qui a été créée, qui va aller récupérer par web service de la data en format XML, qui va la transformer de mémoire en CSV, puis qui va l'apporter dans une table. Séquence des actions un peu plus techniques. On va chercher dans un autre système de la data, on la transforme pour bien l'intégrer chez nous. On peut lancer des tas de choses. Donc vous avez l'affichage séquentiel. Il va vous dire je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça. Donc c'est vous qui donnez la typologie, donc ça s'affiche. C'est vous qui dites là je vais chercher la data, là je la transforme. Donc ça reste compatible humain, on va dire, en termes de compréhension des étapes. Derrière c'est technique forcément. Là j'appelle le web service CRM et le format de retour sera en XML. Si je vais aller regarder dans le détail. Et donc ça peut être un composant qu'on a déjà créé. Oui, tout à fait. Ça va appeler d'autres systèmes, d'autres fonctions. Par exemple, là, je vais vous montrer après, on s'est créé des connecteurs API, des choses comme ça. Donc, ça va appeler un connecteur API existant, ça va récupérer ce que lui nous renvoie, puis après, on va nous. Donc là, c'est un peu technique, désolé, ça fait personnaliser, ça va chercher une URL, une autorisation, des tokens, des bidules. Voilà, ça log le résultat. J'ai bien réussi à récupérer le fichier. Donc, ça, on a une traçabilité pour les projets informatiques sérieux. Ça transforme la data via un moteur de XT. Ça fait un log comme quoi la transformation de data est bonne ou été jusqu'au bout. Ça stocke le fichier CSV et ça l'importe dans une table grâce à un composant visuel d'import qui est détourné. On crée un composant visuel et il va être utilisé par une machine non visuelle. C'est du no-code et on dit bah, utilise le truc no-code en volume. Ça met un log. En cas de succès, ça fait ça, ça renvoie CSV. Là, il y a un stop, vous allez comprendre, en fait, c'est pour articuler quelque chose qui est en fait un peu plus intelligent. Et et donc là, en avant-première, avant que ça s'affiche, vous avez le moteur d'affichage plus complexe. Donc vous allez avoir des schémas de type flèche, rectangle, si, là, sinon, là, par là, etc. Avec des éventuelles couleurs, des textes qui disent en français ce que ça fait. Le jour où le transfert de données vous va bien aller jusqu'au bout, pour nous faire notre démonstration jusqu'au bout. Et globalement, ça va correspondre à ce que je vous avais montré en PowerPoint, ici, je crois. Des choses comme ça. Il faut savoir contrecarrer la technique quand elle n'est pas disponible. Donc, voilà. Donc ça fait. Ça c'est faire voilà, du schéma fonctionnel pour parler un peu plus métier ou séquencement d'actions techniques. Parce qu'un technique il se dit je vais l'extraire, je vais le mouliner, je vais le rapporter dans les deux tables. Voilà, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le fait qu'en général l'application peut être configurable bien entendu, on va lui donner un nom, ça va sur la publi, il y a des utilisateurs, des groupes de droit, il y aura une charte graphique par défaut, sur chaque composant visuel on applique la charte graphique, mais on sait débrayer et dire toi tu es une exception, tu n'appliques pas le rouge habituel, mais du bleu, des écarts différents, de la transparence, blablabla. On sait créer des langues, donc créer des moteurs de traduction, ça va même faciliter la vie, ça va traduire rapidement en automatique l'ensemble des textes que vous avez, vous choisissez une langue, vous dites traduis-moi ça, ça traduit tout. C'est la traduction bébête, il faut revenir là-dessus, mais ça fait gagner du temps dans cette internationalisation. Il y a moyen d'aller voir tout ce qui est flux, log, etc. dans la partie exploitation.
On a une partie connecteur, SDK pour ceux qui développent, comment développer, appeler les API, etc. Module, vous ne le verrez pas, c'est nous comment on configure votre plateforme. Donc, moi, j'ai tous les droits. Et là, c'est les connecteurs. Donc, on a nous-mêmes une API que vous pouvez appeler pour faire du cru, lancer des systèmes, etc. Donc, on vous donne toute la doc type Swagger. Non. Ah oui, mais c'est du web. Bon, voilà. Donc, vous avez une documentation Swagger pour les développeurs. Et sinon, on va pouvoir créer nous-mêmes un connecteur dans le système pour aller se connecter nous-mêmes à d'autres systèmes d'information. Alors là, il y en a quelques-uns de créer. Voilà, ça peut être de l'API, du FTP, du lien direct BBD. Après, on peut prendre des connecteurs. Alors, déjà avec ces deux-là, vous connectez chacun à 2 à 3 000 applications. Donc déjà, avec 2 clics, hop, vous êtes ouvert sur le monde. Mais vous pouvez faire votre propre configuration de votre propre API que vous déclarez vous-même avec la typologie, ce sera de data, du socle, machin. Là, il faut être technique. Hein. Commencez pas à vous dire, moi je fais de l'API, je comprends les flux, la matière, je la manipule. C'est pour des gens techniques. Et puis on rajoute les headers, les bidules. Donc ça c'est se connecter, dire je suis moi, tu me reconnais, oui j'ai le droit, tac, donne-moi la donnée qu'il faut, tac, ça la récupère. Et après ça passe le relais au suivant. Donc il y a une autre brique qui doit dire bah, je viens de récupérer ça et là c'est mon job. Je l'affiche à l'écran, je la mets dans une table, je la mouline, je la renvoie à droite, je la mouline et je la renvoie dans notre système d'information. Voilà, quelques exemples, si le Wi-Fi veut bien nous aider dans notre quête d'applications qui ont été construites. C'est très lent. Donc ça c'est une application, c'est pas la prod, qui a été faite pour Kiyotu, qui veut partager des documents de manière transverse avec plein de droits à l'international, un truc qu'ils ne savent pas gérer en termes de gestion de droits, etc. Donc on va pouvoir chercher par exemple un document là. Vous voyez, je tape les premières lettres et tout de suite les documents qui correspondent. On a un menu de navigation par typologie et là ça fait partie de notre bêta. Là on a des composants bêta qu'on donne à certains clients qui testent et qui nous disent. C'est un menu que chaque utilisateur final peut personnaliser lui-même. C'est un peu innovant. Hein, ça veut dire que même dans l'utilisateur final peut lui-même personnaliser son apparence. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur démonter, et puis c'est moi qui vais dire voilà, je veux ça ici, je suis là plus gros. Et après, on peut changer les couleurs, les icônes, ce vers quoi ça pointe, etc. Vous sauvegardez, et hop, ça retient dans la configuration de l'utilisateur que lui, il veut que 3 boutons, il veut accéder plutôt à la page 8, la 14, la 15. Ça, c'est de la bêta. On a des visionneuses, donc si je vais dans les documents commerce qui sont des faux documents, ce n'est pas de la prod. Là, je vais prendre un premier document. Donc là, c'est un document qui est stocké chez nous, mais qui est en format Excel. Donc on a une liseuse intégrée, liseuse qui va nous exécuter le fichier Excel à la vitesse du Wi-Fi. Donc ça permet d'aller stocker directement du document qu'on s'est consulté. Voilà, par exemple, un exemple. Vous avez toujours la notion de filtre dans tous les sens, etc. On revient à l'accueil. Ça, c'est une application aussi qui est vouée à être utilisée également sur tablette et sur téléphone mobile. Donc pour faire ça, je vais bien accepter de revenir à l'accueil. Je vais vous montrer cette petite icône qui permet de simuler, ce sont des émulateurs, d'autres devices. Toujours on se revient à l'accueil. Ce sera une remarque que je ferai aux organisateurs du salon. 2022, le Wi-Fi devrait être assuré. Donc je fais partie des 20 organisations du salon. Vous pouvez m'écrire. Est-ce que je peux vous montrer d'autres pendant ce temps-là? Ah oui, mais tout est basé sur. Et ce sera la dernière démo quand cette page sera revenue à l'accueil. Pendant que ça charge, vous avez des questions? Oui. Quels sont les usages aujourd'hui de vos clients actuels? Ils utilisent pour quel type de besoin? C'est du 360 degrés. RH, compta, finance, logistique, tout. Petit volume, gros volume, peu d'utilisateurs, plein d'utilisateurs, ponctuel, interne, externe, prestataire. Vraiment de tout. L'accueil. Donc là, on peut simuler qu'on est sur un smartphone. Cet écran, alors pas pour ça, mais si on avait un listing, un data grid, avec plein de colonnes, etc., les gens me disent souvent, est-ce que c'est responsive? Donc, le responsive, c'est une techno qui est faite pour du site web. Ça renvoie le texte à la ligne et l'image, etc.
Les gens voudraient que tout soit responsive naturellement. Bon, ça ne marche pas comme ça. Si vous avez un tableau avec 28 colonnes, laquelle vous masquez, comment vous l'envoyez à la ligne, vous avez 28 indicateurs, lequel est prioritaire en haut, lequel on étire, etc. Donc la bonne pratique, c'est de se dire, si c'est un peu complexe, envoyer à la ligne, tout le monde sait faire. Mais si c'est un peu complexe, on va renvoyer sur un autre écran si on détecte un mobile. Cet autre écran, lui, il est travaillé pour le mobile. Par exemple, si vous renvoyez tout à la ligne, etc., n'oubliez pas que la police, c'est pas la même. Parce que la taille de votre écran, c'est ça. Donc vous serez avec vos deux doigts, c'est responsive, mais vous serez toujours avec vos deux doigts. Essayez de zoomer. Donc c'est mieux de faire des écrans dédiés. Donc là, je vais simuler le fait que je m'exécute sur un smartphone, il va le détecter à la vitesse du Wi-Fi, et il va m'afficher la version smartphone de cette page d'accueil. Elle est un peu différente. Tac, et je clique ici, il y aura bien la liseuse en mode version verticale. Le menu, lui, vous voyez qu'il est en mode hamburger, replié en haut parce qu'il a détecté qu'il est sur mobile. Voilà, donc on fait du PWA, ce qui permet d'avoir des applications quasiment natives sans avoir besoin de déployer tout ça par App Store. C'était ma dernière démo. Qu'en pensez-vous? Un peu de votre tour. Merci. Vos impressions? Alors, je suis pas satisfait du design de notre builder. Je vous le dis avant que vous me disiez, ouais, c'est pas. Je n'aime pas ce builder. C'est une version qui a déjà 2-3 ans. Il n'est pas assez moderne à mon goût. On va l'améliorer. Je vais faire sous le pied d'une remarque que j'ai déjà faite.